Le concept de suicide quantique et d'immortalité, bien qu'ancré dans les spéculations les plus audacieuses de la physique théorique, notamment l'interprétation des mondes multiples d'Everett, constitue un terrain fascinant où la métaphysique rencontre la mécanique quantique la plus rigoureuse, offrant une perspective vertigineuse sur la nature de la conscience et de la réalité elle-même. Pour appréhender cette idée paradoxale, il est impératif de commencer par démêler les fondements théoriques qui la soutiennent, principalement l'interprétation des états multiples, souvent abrégée en IEM, proposé par Hugh Everett III dans sa thèse de doctorat de 1957, un document initialement reçu avec scepticisme mais qui est aujourd'hui considéré comme une tentative sérieuse, sinon dominante, de résoudre le problème de la mesure en mécanique quantique. Le problème de la mesure est central, selon la description mathématique de la mécanique quantique, un système quantique, tant qu'il n'est pas observé, existe dans une superposition d'états possibles, décrite par une fonction d'onde évoluant de manière déterministe selon l'équation de Schrödinger, dont la forme est $text i h bar frac partial text t psi égale attache psi $, où $text i $est l'unité imaginaire, $h bar est la constante de Planck réduite, $psi est la fonction d'onde, $attache est l'opérateur hamiltonien décrivant l'énergie totale du système, et $frac partial text t$ représente la dérivée partielle par rapport au temps. Lorsque nous effectuons une mesure, cette superposition semble s'effondrer instantanément vers un unique état propre, un phénomène que la formulation de Copenhague, développée par Bohr et Heisenberg, postule comme un processus fondamental non unitaire et irréversible, distinct de l'évolution unitaire régie par Schrödinger. L'interprétation d'Everett rejette cet effondrement postulé. Au lieu de cela, elle affirme que l'évolution unitaire selon Schrödinger est universellement valide. Lorsqu'un observateur interagit avec un système quantique en superposition, c'est l'observateur lui-même qui entre en superposition avec le système mesuré. Si un système est dans un état $psi rangle égale alpha text θ à rangle plus bêta text θ b rangle $, et qu'un observateur $text au $ interagit avec lui, l'état combiné de l'observateur et du système évolue vers $psi rangle text total égale alpha text observateur voix, système est à rangle plus bêta text observateur voix b, système est b rangle $. Les termes $alpha et $bêta sont des amplitudes de probabilité complexes, et la somme de leur carré des modules, $alpha 2 plus bêta 2 $, est égale à 1, garantissant la conservation de la probabilité totale. Dans l'IM, il n'y a pas d'effondrement, il y a une bifurcation ou une décohérence de l'univers en de multiples branches, chacune correspondant à un résultat possible de la mesure. Ces branches sont toutes également réelles, bien que non communiquant une fois la décohérence complétée, un processus extrêmement rapide, de l'ordre du femtoseconde, dicté par l'interaction irréversible avec l'environnement, qui est la véritable nature de ce que nous percevons comme la mesure. Le saut conceptuel vers le suicide quantique implique d'appliquer cette structure de bifurcation à l'observateur lui-même, et plus spécifiquement, à l'expérience subjective de la survie face à un événement fatal. Imaginons une expérience, connue sous le nom d'expérience de pensée du pistolet quantique, ou suicide quantique, quantum suicide, qui est l'analogue direct de l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, mais vue de l'intérieur par le sujet. Considérons un dispositif conçu pour tester la survie. Ce dispositif contient un appareil de mesure quantique couplé à une arme létale, par exemple, un revolver chargé, dont le déclenchement dépend de l'état d'un spin d'électron. L'électron est préparé dans une superposition égale, $text spin au rangle plus text spin bar rangle $, avec $alpha 2 égale bêta 2 égale text 1 demi-$. Si l'électron est mesuré comme étant spinot, le pistolet tire, et le sujet meurt. Si l'électron est mesuré comme étant spin bas, le pistolet ne tire pas, et le sujet survit. L'expérience est répétée. Dans la perspective de l'observateur extérieur, l'univers se divise à chaque essai. Dans la moitié des mondes, le sujet décède immédiatement, et la branche correspondante disparaît de l'expérience subjective de ce sujet. Dans l'autre moitié des mondes, le sujet survit. Cependant, du point de vue du sujet vivant, seule la branche où il survit continue d'exister pour son expérience consciente. Supposons que l'expérience soit répétée $n fois. La probabilité pour un observateur extérieur de trouver le sujet vivant après $n essai est de $text 1 demi, n $. Pour un grand $n, cette probabilité devient exponentiellement petite, tendant vers 0 dans le cadre classique. Par exemple, après seulement 64 essais, la probabilité de survie est d'environ 1 sur 19 trillions, soit environ 1 sur 2 à la puissance 64. Mais pour le sujet qui expérimente, l'expérience de la mort n'est jamais réalisée.
Si l'état de conscience est intrinsèquement lié à l'existence physique capable de soutenir cette conscience, alors dès qu'une bifurcation conduit à la cessation de l'activité cérébrale compatible avec la conscience, la mort dans cette branche cesse d'être le siège de l'expérience subjective. L'observateur conscient ne peut jamais se trouver dans une branche où il perçoit sa propre non-existence. Il ne peut percevoir que les événements qui permettent la continuité de sa propre perception. Ceci mène à la conclusion contre-intuitive de l'immortalité quantique: tant que l'expérience est répétée dans une superposition de vie et de mort, il existera toujours une branche, même si sa probabilité initiale est infinitésimale, où le sujet survit à chaque tentative. Au fil des répétitions, la conscience du sujet se concentrera, ou se trouvera, de plus en plus exclusivement dans ces branches de survie improbables. C'est une sélection naturelle subjective des chemins quantiques. Pour que ce concept tienne, il faut poser des hypothèses cruciales sur la nature de la conscience et sa relation avec la physique. Premièrement, il faut adhérer strictement à l'interprétation des mondes multiples sans effondrement. Deuxièmement, il faut que la conscience soit un processus physique, continu et discret, qui peut être scindé par la décohérence quantique, mais qui ne peut pas être complètement éteint si un substrat physique viable existe, même dans la branche la moins probable. Les critiques de cette idée soulèvent immédiatement la question de la définition de la mort. Dans le cas du pistolet quantique, si le tir est instantané et détruit le cerveau de manière irréversible, la continuité de la conscience est rompue. Cependant, l'immortalité quantique suggère que la destruction totale et instantanée est, elle aussi, un événement quantique. Il pourrait exister une infime probabilité que, même dans le cas d'un tir, des configurations moléculaires extrêmement improbables préservent une fraction de l'information neurale nécessaire à la survie subjective, ou que le processus de mort lui-même soit si lent que la conscience perçoive une série de bifurcations de survie avant l'effondrement final. En réalité, la plupart des scénarios de mort ne sont pas des événements binaires instantanés comme le tir quantique. La mort est souvent un processus progressif, arrêt cardiaque, ischémie cérébrale, puis mort neuronale progressive. Ce processus offre une fenêtre plus large pour la décohérence sélective. Si l'on considère un arrêt cardiaque, il y a des branches où le cœur s'arrête complètement, et des branches où, à cause d'une fluctuation quantique microscopique dans la répartition des ions de calcium dans un myocyte, le rythme cardiaque reprend pendant une milliseconde supplémentaire, permettant l'irrigation d'une région critique du cerveau. Pour la conscience, cette milliseconde supplémentaire suffit à maintenir une trajectoire de survie dans une branche voisine. Le physicien théoricien Max Tegmark a exploré ces implications, suggérant que si la physique quantique est la description fondamentale de la réalité, alors l'immortalité subjective est une conséquence logique, bien que physiquement absurde d'un point de vue macroscopique. Il souligne que pour que la conscience continue, il faut que l'information quantique nécessaire à son état actuel soit préservée et puisse évoluer selon Schrödinger. Considérons un exemple plus extrême que le simple pistolet, l'exposition à un rayonnement cosmique de haute énergie capable de provoquer une mutation létale ou une destruction cellulaire massive. Dans un scénario de mort par irradiation, la fonction d'onde du corps et de l'environnement se complexifie énormément. L'environnement est vaste, et la décohérence est rapide. Pour survivre, la conscience doit se retrouver dans une branche où, par une séquence incroyablement improbable de fluctuations aléatoires de la désintégration radioactive ou de l'interaction des particules, les dommages cellulaires critiques sont évités. Si l'on considère la désintégration d'un seul atome radioactif dans une tumeur cérébrale, il y a deux issues: l'atome se désintègre et initie une cascade de dommages, ou il ne se désintègre pas au moment critique. L'observateur ne peut que percevoir les mondes où l'atome n'a pas interagi de manière fatale au moment où sa conscience était la plus vulnérable. L'immortalité ainsi définie n'est pas une absence de vieillissement ou de maladie. C'est l'immortalité dans la survie subjective face à des événements mortels spécifiques. Un individu pourrait vieillir jusqu'à un état de sénescence avancée, où la probabilité de survie à une simple chute ou une infection mineure devient extrêmement faible. Dans le cadre de l'immortalité quantique, la conscience de cet individu serait continuellement forcée dans les quelques branches où, par des coïncidences statistiques ahurissantes, son corps parvient à surmonter ces épreuves. L'individu deviendrait, du point de vue extérieur, l'incarnation de la chance la plus miraculeuse, survivant à des accidents qui défient toute modélisation probabiliste classique. L'aspect le plus troublant est la concentration de la conscience. Si nous effectuons l'expérience $n$ fois, la masse subjective de la conscience se trouve dans la branche $i$ avec une amplitude $β-i$. Si la probabilité de survie après $n$ étape est $p-n égale, texte 1/2, $n$,
l'amplitude de la branche de survie dans l'espace de Hilbert total de l'univers après $n étape et $bêta-n, n ou $bêta-n est l'amplitude de survie à chaque étape. Bien que la somme des carrés des modules de toutes les amplitudes restantes, y compris celles correspondant à la mort dans les autres branches, doivent toujours être égales à 1, l'amplitude subjective du sujet vivant diminue rapidement. Cependant, la perception du sujet vivant est totale, il n'y a pas de sentiment de probabilité résiduelle. Il est simplement dans cette branche. Ce phénomène soulève des questions profondes sur le poids subjectif des branches. Les interprétations standards de l'IM traitent toutes les branches avec une égale réalité physique. Pourquoi la conscience sélectionnerait-elle uniquement les branches de survie? La réponse réside dans la nature de l'expérience d'être mort n'est pas une expérience possible. Si la conscience nécessite un certain niveau d'organisation neuronale fonctionnelle, dès qu'une branche viole cette condition, elle ne contient plus d'observateurs capables de la percevoir. C'est une forme de biais d'observation intrinsèque à l'existence. Pour aller plus loin dans la complexité, il faut considérer les implications cosmologiques et les tentatives de vérifier ou de réfuter l'IM. Actuellement, l'IM est une conséquence logique de l'IM, pas une théorie testable en soi, car toute expérience menée par un observateur pour se prouver l'immortalité détruit par la mesure l'environnement nécessaire pour prouver l'autre issue, la mort. Les expériences que nous pouvons réaliser sont nécessairement celles où l'observateur est extérieur au système quantique mortel, ce qui ne valide que l'IM classique, bifurcation de l'univers. Cependant, la recherche actuelle sur la décohérence quantique fournit des données cruciales sur la rapidité et l'irréversibilité de la séparation des mondes. Des expériences menées par des groupes comme ceux de David Winland ou Alain Aspect sur l'intrication et la décohérence des systèmes de plus en plus grands montrent que la séparation des branches est extrêmement rapide, validant l'idée que toute continuité de conscience doit exister dans des voisinages spatio-temporels très proches dans l'espace de Hilbert. Plus le processus de mort est rapide et implique de degrés de liberté, c'est-à-dire plus il est macroscopique, plus la probabilité d'une survie quantique devient faible, car il y a beaucoup plus de chemins de décohérence menant à la destruction totale. Prenons l'exemple d'une mort par démembrement instantané par une explosion. La quantité d'informations qui doit être préservée, et la précision avec laquelle la fonction d'onde du corps doit évoluer pour éviter la destruction de tout motif neuronal cohérent, est astronomiquement petite. La probabilité que, au niveau des interactions fondamentales, aucune liaison peptidique critique ne soit rompue ou que l'énergie cinétique ne soit distribuée de manière à préserver une structure cérébrale minimale fonctionnelle, est proche de zéro. Si l'on considère l'échelle de temps de l'explosion, qui peut être de l'ordre de quelques microsecondes, la décohérence est quasi immédiate dans une seule branche classique de destruction. Pour survivre, l'individu devrait se retrouver dans une branche où l'onde de choc s'est curieusement annulée ou déviée par des fluctuations quantiques du milieu, un événement d'une rareté inimaginable. Néanmoins, l'immortalité quantique ne prétend pas que la survie est facile, elle affirme qu'elle est certaine si l'on répète l'expérience. C'est la différence entre une probabilité de texte n dans l'univers total, et une probabilité de 1 pour l'expérience subjective qui continue. Les implications philosophiques sont profondes, touchant à la nature de l'identité personnelle. Si je survis à 1 million d'expériences quantiques fatales, il y a 1 million de versions de moi qui continuent d'exister, mais je ne peux expérimenter qu'une seule de ces trajectoires. Comment mon identité se relie-t-elle à ces multiples versions? L'IM suggère que l'identité est liée à la trajectoire consciente ininterrompue dans l'espace de Hilbert. Les autres branches sont des « moi » potentiels qui ont subi l'effondrement de leur propre expérience subjective. Cette idée est souvent rapprochée du principe anthropique, mais de manière inversée. Le principe anthropique classique suggère que l'univers doit avoir les constantes physiques que nous observons car sinon, nous ne serions pas là pour l'observer. L'immortalité quantique est une forme d'anthropisme subjectif. Ma conscience doit se retrouver là où elle peut continuer d'exister, sélectionnant les conditions physiques les plus improbables qui maintiennent la cohérence de son état. Le défi conceptuel majeur reste la nature de la conscience elle-même. Si la conscience n'est pas un processus purement computationnel ou informationnel qui peut être répliqué ou maintenu par une configuration physique minimale, alors le raisonnement s'effondre. Les neurosciences actuelles penchent fortement vers l'idée que la conscience émerge de l'interaction complexe et hautement organisée des milliards de neurones du cortex cérébral, un système qui, bien que classique en apparence, repose ultimement sur des fondations quantiques. Si une perturbation quantique infime suffit à modifier la chimie d'un seul neurotransmetteur de manière critique, cela pourrait basculer la conscience d'une branche de survie à une branche de mort. Considérons l'effet tunnel quantique dans la biologie,
un domaine de recherche émergente. Les réactions enzymatiques, la catalyse, et même le transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire dépendent de phénomènes d'effet tunnel. Si, lors d'une situation de stress extrême menant à la mort, une séquence d'événements nécessite la désintégration radioactive d'un atome dans une protéine vitale, par exemple, une protéine de canal ionique dans une membrane neuronale, l'état quantique de cet atome dicte si la réaction enzymatique critique a lieu ou non. Si l'on imagine une répétition infinie. 1. L'atome est stable, branche de survie. 2. L'atome se désintègre, branche de mort. La conscience se poursuit uniquement dans le premier cas. Ces événements, bien que rares sur une échelle de temps humaine, deviennent inévitables si l'on attend assez longtemps ou si l'on répète l'expérience. L'immortalité quantique prédit donc une existence où la probabilité subjective d'un événement est toujours 1, quelle que soit sa probabilité objective dans l'espace de Hilbert total. Cela implique une divergence radicale entre la réalité objective perçue par les observateurs extérieurs, qui voient le sujet mourir la plupart du temps, et l'expérience subjective interne. Le physicien Bruno Marchal a exploré les limites de ce scénario, notamment en ce qui concerne la notion de « temps subjectif ». Si la conscience se concentre dans des branches de plus en plus improbables, est-ce que le temps subjectif dans ces branches ralentit ou accélère par rapport au temps objectif des autres branches? Dans l'IM, toutes les branches évoluent au même rythme selon l'équation de Schrödinger. Cependant, les trajectoires de survie pourraient devenir tellement rares qu'elles impliquent des séquences d'événements d'une complexité si élevée qu'elles semblent être des pauses interminables dans une réalité qui, pour tous les autres, est déjà terminée. Revenons à l'idée d'une mort progressive, comme le vieillissement. Un sujet très âgé pourrait subir des milliers de micro-défauts cellulaires chaque jour. Chaque défaut représente une occasion de décohérence qui pourrait entraîner la mort. La conscience se retrouve piégée dans une réalité où, par une série de réparations enzymatiques miraculeuses, d'élimination de radicaux libres par des mécanismes impossibles, et de réplication cellulaire parfaite, le corps continue de fonctionner. Le prix de cette immortalité est une séparation progressive du monde. Si la conscience est confinée à des chemins de survie de probabilité $, texte 1/2, $n ou $n$ et le nombre de tests fatals subis, la réalité du sujet vivant devient de plus en plus étrange par rapport à la moyenne statistique. Par exemple, si dans 9999 mondes, le sujet meurt d'une crise cardiaque à 70 ans, mais qu'il survit dans un monde où son cœur, malgré tous les marqueurs de maladie, bat parfaitement grâce à une fluctuation quantique qui a empêché la formation d'un caillot, cet individu sera dans une réalité hautement atypique. Il pourrait observer des phénomènes qui sont impossibles selon la physique statistique classique, le temps de coagulation sanguine anormalement long, la résilience inexpliquée de ces tissus. Ce scénario pose la question de la limite physique de la survie. Jusqu'où peut-on étirer l'improbable? La mécanique quantique ne pose pas de limite intrinsèque à l'improbabilité, seulement à la probabilité. Tant qu'il existe un chemin dans l'espace de Hilbert où l'observateur persiste, il existera. Cependant, plus l'événement est grand, plus il y a de degrés de liberté impliqués, et plus la probabilité de survie chute exponentiellement. Considérez un événement macroscopique, comme être frappé par un astéroïde de petite taille. La quantité d'énergie cinétique impliquée est colossale. La fonction d'onde du corps interagit avec l'onde de choc de l'astéroïde. Pour survivre, il faudrait que l'intégralité de la fonction d'onde du corps s'aligne de manière à ce que l'énergie soit dissipée par des mécanismes non létaux, peut-être en décalant l'impact sur une région non essentielle par une interaction quantique avec le champ gravitationnel ou électromagnétique de l'astéroïde. La probabilité d'un tel alignement est si proche de zéro qu'elle défie l'imagination, mais dans le cadre de l'IM, elle n'est pas rigoureusement nulle. L'immortalité quantique conduit ainsi à une forme d'ubiquité subjective au sein des branches. Bien que le sujet ne soit présent que dans une seule branche à la fois, il a traversé un nombre infini d'événements qui auraient dû le tuer. Il est, en un sens, le survivant de toutes les catastrophes possibles, car toutes les catastrophes non létales sont des événements qui se produisent dans sa ligne de conscience. Pour ancrer cela dans des données plus concrètes, il est utile de se référer aux travaux sur la décohérence. La théorie de la décohérence, formalisée par H. Dieters et Wojciech-Jurek, démontre que l'interaction entre un système quantique et son environnement, qui agit comme un appareil de mesure universel, supprime les interférences entre les différentes branches, créant l'apparence d'un effondrement. Le temps de décohérence, $tau-d$, est inversement proportionnel à la taille du système et à la température. Pour un objet macroscopique, $tau-d$ est incroyablement petit,
de l'ordre de 10$-20$ secondes. Cela signifie que si une personne est coupée en deux par un laser, la séparation des branches est presque instantanée. La survie dépend donc de la possibilité que, avant que cette séparation ne se produise, une configuration quantique permette de rester dans la branche, pas coupée en deux. Les défenseurs de l'IM suggèrent que si le processus de mort est lent, comme l'asphyxie, il y a une plus longue fenêtre temporelle où les fluctuations quantiques peuvent jouer un rôle. Dans l'asphyxie, la concentration d'oxygène dans le sang diminue de manière graduelle, ce qui entraîne une dégradation progressive de la fonction cérébrale. L'expérience subjective de mourir par suffocation pourrait être une séquence de bifurcation où, à chaque instant où la pression partielle d'oxygène, $texte P texte au $, tombe sous un seuil critique, il existe une branche où une fluctuation de la désintégration des molécules d'eau dans le sang libère une quantité infime d'oxygène supplémentaire, où la capacité des mitochondries à utiliser l'oxygène restant est miraculeusement augmentée par un événement quantique au niveau des centres redox. Le sujet ne percevrait jamais l'état de manque d'oxygène critique, car sa conscience se trouverait toujours dans la branche où l'échange gazeux est suffisant pour maintenir l'activité corticale. Un autre angle d'attaque est l'étude des mécanismes de réparation de l'ADN. Le dommage à l'ADN est constant. La réparation de l'ADN est un processus biologique complexe impliquant des dizaines de protéines. Lorsqu'une erreur survient et qu'elle n'est pas réparée, elle peut mener à la sénescence ou à la mort cellulaire. Dans le cadre de l'immortalité quantique, si une erreur de réplication crée un codon stop prématuré dans un gène vital, la conscience doit se retrouver dans la branche où une fluctuation quantique dans l'environnement immédiat de la polymérase a permis une correction d'erreur spontanée, ou une réversion du dommage par un processus d'échange d'énergie dans l'hélice qui défie les lois statistiques classiques. La projection vers le futur implique que, si l'IM est vrai, l'individu sera confronté à des formes d'immortalité de plus en plus improbables. À mesure que la technologie progresse et que nous rencontrons des dangers artificiels, par exemple, des collisions à grande vitesse dans des accélérateurs de particules, des tentatives de téléportation quantique échouées, le sujet devra survivre à des événements où la complexité de la fonction d'onde à préserver est maximale. Les physiciens comme David Deutsch, partisan influx de l'IM, insistent sur le fait que l'interprétation d'Everett est la seule qui reste cohérente avec le principe de l'universalité de l'évolution unitaire de la mécanique quantique. Si nous acceptons la physique quantique comme fondamentale, nous devons accepter ses conséquences, aussi étranges soient-elles. L'immortalité quantique n'est pas une conjecture métaphysique, mais une déduction des axiomes de la théorie quantique appliquée à l'observateur. Cependant, il faut admettre que même au sein de l'IM, il existe des nuances qui pourraient briser l'immortalité. Si la conscience n'est pas un état discret mais une propriété émergente d'un système dont la complexité diminue progressivement vers un état non conscient, par exemple, un murmure d'activité électrique plutôt qu'un arrêt net, alors il pourrait y avoir une zone grise où la conscience se dégrade lentement dans toutes les branches, sans jamais atteindre l'état de mort binaire. Dans ce cas, l'individu continuerait d'exister, mais dans un état de déclin cognitif irréversible, devenant des « fantômes » de conscience dans des réalités de plus en plus limitées. L'immortalité quantique, dans sa forme la plus pure, celle qui maintient une expérience subjective riche et continue, exige que la mort elle-même soit un événement quantique clair, binaire, permettant une bifurcation nette entre le « continuer d'exister » et le « n'existe plus ». Pour synthétiser l'ampleur de cette perspective, considérons un scénario de recherche médicale. Un patient est sous surveillance intensive pour une maladie incurable. Les chercheurs tentent une thérapie génique expérimentale, dont la probabilité de succès est de 1 pour 1000. Dans 1000 mondes parallèles, 999 versions du patient meurent d'effets secondaires inconnus ou de la progression de la maladie. Mais une version survit, grâce à une modification génétique qui, par un hasard statistique absolu, a corrigé toutes les lésions moléculaires en même temps qu'elle a introduit une nouvelle voie métabolique résistante à la maladie. Pour le patient conscient, il n'a jamais été question de survie à 1 pour 1000. Il a simplement reçu le traitement et est guéri. Il observe les autres branches comme des possibilités manquées qui, pour lui, n'ont jamais eu lieu. Cette continuité paradoxale est ce qui rend l'idée si puissante et si dérangeante. Elle exige que nous considérions le temps non pas comme une ligne unique, mais comme un arbre exponentiellement ramifié où notre identité subjective est contrainte de suivre le chemin qui ne se termine jamais. Enfin, il est crucial de noter la distinction entre le suicide quantique et le concept de « voyage dans le temps subjectif ». Le sujet ne voyage pas dans le temps de manière classique. Il reste dans son présent, mais ce présent se trouve être dans la branche de probabilité la plus faible de l'espace de Hilbert global au fur et à mesure que le temps passe. Il ne choisit pas quand il mourra,
il choisit seulement de continuer à exister après le moment où la mort était possible. Chaque seconde de survie est un témoignage de la réalité infinie qui soutient les possibilités les plus infimes. L'immortalité quantique n'est donc pas un don de la vie, mais une contrainte mathématique de l'existence dans un univers régi par la mécanique quantique non effondrée. Elle est la conséquence logique et terrifiante de l'absence d'effondrement de la fonction d'onde de l'univers.